Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je pense que celle-ci va en intéresser plus d'un parce que dès qu'on parle de fiscalité, je sais pas pourquoi, mais tout le monde s'affole un petit peu. Et puis aussi, c'est plutôt d'actualité. Je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment, en tant que trader, il est possible, quel montage, entre guillemets, fiscal, il est possible de mettre en place pour payer le moins d'impôts possible. Alors, je vais faire évidemment un petit peu du cas par cas, dans le sens où je vais parler de vous pour ceux qui sont déjà en France et je vais aussi vous expliquer un petit peu pour ceux qui ont envie de s'expatrier par la suite. Alors, je vais pas vous cacher que si vous restez en France, baisser votre fiscalité en trading, ça va vite être compliqué. Vous n'allez pas avoir 50 000 solutions. Après, je vais encore parler de choses d'une manière générale. Il faudra vraiment faire vos propres recherches, voire même, je vous invite à consulter des avocats fiscalistes pour faire ce genre de montage, pour ne pas faire de mauvais choix et surtout ne pas vous prendre de redressement. Encore une fois, l'optimisation fiscale est légale, la défiscalisation ne l'est pas. Ce sont deux choses différentes. Donc maintenant, vous avez qu'à choisir votre camp. Moi, personnellement, j'ai choisi le mien. Je vais aussi vous expliquer comment moi je procède et qu'est-ce que je fais. L'idée, voilà, ça va vraiment être de montrer les différentes manières légales de payer le moins d'impôts possible selon ta situation. D'accord? Ici, on va parler de légal. Ceux qui veulent faire de l'illégal, faut changer de chaîne. Donc voilà, donc ça s'adresse vraiment aux traders particuliers, aux propres firmes traders, aux personnes expatriées. Je pars du principe que voilà, le trading, c'est un métier qu'on peut faire un peu partout dans le monde. Ça peut être considéré comme un métier entre guillemets de digital nomade. Donc pourquoi pas. Il va y avoir plusieurs possibilités. Donc la première chose, c'est si vous vivez en France. Donc j'imagine que c'est encore le cas de la plupart d'entre vous. Peut-être aussi que vous aimez tout simplement le pays et que vous voulez y rester ou vous avez certaines attaches à l'intérieur. Ça vous regarde. Si vous êtes en France, il n'y a pas 50 000 possibilités. Alors, si vous êtes en compte propre, la première chose que vous devez savoir, c'est que dans tous les cas, vous devez non seulement déclarer vos comptes de trading sur votre fiche d'imposition et également, vous serez soumis à la flat tax qui est de 30% et vous n'allez pas réellement pouvoir déroger à cette règle. Donc la flat tax qui est comportée de 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Alors oui, c'est énorme, 30% de flat tax, enfin, en tout cas à mes yeux, on est déjà dans un métier qui est assez stressant, où voilà, la psychologie est mise à rude épreuve. Quand on sait que déjà on va perdre 30% à l'arrivée sur nos bénéfices, encore faut-il être rentable, et franchement, ça fout un peu le démon. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Moi, encore une fois, payer des impôts, j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Maintenant, si je paye des impôts, j'aime bien savoir où ils vont et à quoi ils servent. C'est un petit peu borderline à ce niveau-là en France, on sait pas toujours à quoi, et puis quand on le sait, généralement, on n'est pas vraiment satisfait. Après, voilà, ça c'est encore une vision propre à moi, peut-être que vous en avez une autre. L'avantage quand vous êtes trader en compte propre, et ça c'est indéniable, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de structure, ok? Vous déclarez simplement ce que vous avez gagné à la fin de l'année, fiche d'imposition, et à l'arrivée, vous n'avez rien à faire d'autre. Maintenant, l'inconvénient, ça va être que les pertes et les charges ne vont pas réellement être déductibles. Alors, c'est pas totalement vrai, vous pouvez déduire vos pertes d'un compte de trading annuellement sur votre fiche d'imposition. Maintenant, vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100 avec ça, et de toute façon, nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout si on est rentable, si on sort de l'argent avec le trading. Donc, je vais pas forcément m'éterniser sur cette partie-là, encore une fois. Ça, je pense qu'un comptable pourra largement répondre à vos questions. Donc, je vous invite à le faire. Donc voilà, donc trader en compte propre, pas vraiment de solution possible. Ok. Maintenant, si vous êtes trader en propre firme, ce qui est légèrement différent d'un compte propre, eh bien vous êtes plutôt considéré comme un freelance. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez du coup ouvrir une micro-entreprise. Alors la micro-entreprise, honnêtement, c'est hyper simple à ouvrir, ça prend, quelques heures au maximum, il n'y a pas beaucoup de papier au niveau de l'administratif, pas trop chiant, donc c'est, je pense, une bonne solution si vous êtes en propre firme. D'autant plus que vous pouvez demander l'ACRE la première année, donc là, on est en charge sociale 22-24, on est plutôt sur du 24%, nous en prestation de service, si on fait du trading chez une propre firme. Maintenant, la première année, vous pouvez demander l'ACRE. Alors, je vais pas dire de bêtises, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais vous êtes entre 11 et 12%, il me semble,
Peut-être que vous pourrez me corriger dans les commentaires. En parlant de ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter justement. Ça aide pour le référencement de la chaîne et ça franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, vous allez bénéficier de l'ACRE et vous allez du coup être à 12% environ, encore une fois. Bon là, c'est très bien, honnêtement. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Payer 12% par rapport à ce que je gagne, c'est cool. Après, n'oubliez pas une chose, vous êtes en propre firme. Donc en propre firme, les bénéfices totaux que vous allez réaliser ne vont pas être 100% à vous. Donc il va falloir déduire ce que vous gagnez en propre firme pour laisser à la firme forcément, et derrière déduire ce que vous allez déclarer. Donc ça peut aussi aller assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Sûr que si vous gagnez 1000 balles sur la propre firme, que vous donnez 20%, donc 200 balles, il vous reste 800, et encore sur ces 800, vous devez payer l'ACRE de 12%, bon bah à l'arrivée, il vous reste pas énormément pour vivre. C'est même pas suffisant, j'ai envie de dire. Pensez-y, faites attention à ça, et voilà, et ça peut vite chiffrer si vous faites des payouts qui peuvent monter à des 5-10 000 euros. En théorie, si vous faites 10 000 par mois, la micro-entreprise en prestation de service, ça ne marchera plus, il faudra passer sous un autre statut, donc ça peut être une SASU, une SAS, une SA, je vais pas non plus rentrer dans ces détails-là, parce que c'est pas réellement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. D'accord. Et puis après, à partir des années suivantes, dans tous les cas, vous serez à 24%. Donc 24%, imaginez, vous faites un payout de 5000, bah, vous devez déjà donner 1000 balles. Et je parle du payout, donc ça veut dire que vous avez fait plus en performance sur la propre firme. Donc, je suis désolé, mais maintenant, ça se comprend que les personnes qui tradent ou qui sont nomades, entre guillemets, préfèrent changer de pays, de législation, de juridiction pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un trader qui va faire une certaine performance en France, à l'arrivée, il va lui rester moins qu'un trader qui va faire une performance moins bonne que lui, mais qui est sous le régime d'une autre législation. Donc vous comprenez bien que ça laisse quand même à réfléchir, la question se pose, et c'est alors c'est pas en partie pour ça que j'ai quitté la France, hein, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais voilà, ça fait partie des choses qui, on va dire, irritent un petit peu la population. Je pense que je suis pas le seul. Évidemment, payer des impôts, encore une fois, c'est bien. Payer des impôts, ça veut aussi dire qu'on gagne de l'argent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Maintenant, il faut quand même doser un petit peu. Il faut quand même doser un petit peu, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Le problème, c'est que maintenant, quand vous êtes en France, vous pouvez ouvrir des sociétés à l'étranger, vous pouvez globalement ouvrir des sociétés à l'étranger à peu près, enfin, peu importe dans le pays dans lequel vous vivez, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes fiscalisé. Maintenant, en France et en Europe en règle générale, en Suisse c'est un petit peu différent, vous êtes tenu de déclarer vos déclarations, vos entreprises à l'étranger, etc., etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, parce que vous n'allez pas non plus faire tout ce que vous voulez avec votre société, entre guillemets. Il y a des règles à respecter, il y a des choses à respecter. Et en fonction de où vous ouvrez votre société et du business que vous avez, alors en propre firme, je pense que c'est ok. J'en ai aucune idée, mais renseignez-vous aussi, mais je pense que c'est ok. Si vous ouvrez une société peut-être en Irlande ou ailleurs, étant donné que la propre firme n'est pas sur le territoire français et que la propre firme n'est pas un client français, peut-être que ça passe. Après, ça peut ne pas passer dans le sens où ça peut être vu simplement pour gratter de l'impôt, et ça, ils vont pas aimer, donc vous serez certainement recadrer un petit peu à ce niveau-là. Donc faites attention. Maintenant, on va passer un petit peu au vif du sujet, hein, ce qui va nous intéresser. Vous vivez à l'étranger, donc de préférence hors de l'Union européenne, parce que forcément c'est là où il y a le plus de soucis. Donc je vous ai préparé, alors évidemment il y a plein d'endroits où vous pouvez ouvrir des sociétés, je vous ai préparé un petit peu les plus connus et qui sont pour moi éventuellement les meilleurs, et en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous recherchez. Alors vous pouvez ouvrir par exemple, ce qui est assez connu et qui est proche de chez nous, vous allez avoir l'Irlande, où là vous allez avoir un impôt sur les sociétés à environ 12,5. Alors c'est des chiffres de ChatGPT peut-être qui sont pas exacts, pardonnez-moi, mais on sera à peu près dans ces eaux-là. Donc l'Irlande c'est plutôt bien parce que voilà, juridiquement c'est stable, c'est quelque chose que les gens connaissent. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ouvrent des sociétés en Irlande justement pour bénéficier d'un impôt sur société beaucoup moins élevé qu'en France, donc ça peut être toujours intéressant. Dans tous les cas, quand vous aurez votre impôt sur la société, vous allez devoir vous verser du salaire ou des dividendes, donc vous aurez aussi un impôt sur le revenu. Ça aussi, il faut évidemment y penser, donc faites bien attention à ça, il faut tout prendre en compte, il faut tout calculer, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, et encore une fois, chaque situation va dépendre de vous, ce que vous faites, que ça soit comme business, que ça soit avec quel type de clients vous travaillez, est-ce que c'est des clients français, est-ce que c'est des clients étrangers, etc., etc., dans quel endroit dans le monde vous vous trouvez, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte.
ok? Donc l'Irlande, assez connue. Complexité administrative. Alors, oui et non, dans le sens où aujourd'hui, il y a des boîtes qui vous proposent de tout vous gérer à votre place. Pour l'Irlande, ça coûte pas très cher. Moi, quand j'avais regardé, on était aux alentours de 1500, 2000 euros maximum. Évidemment, il y aura des frais de comptabilité, des frais de gestion, des frais de domiciliation, pardon, qui vous seront facturés de manière annuelle. Ça, c'est totalement normal et c'est à peu près le cas pour chacune des différentes boîtes que je vais vous citer. Maintenant, il y en a, c'est moins cher que d'autres et il y en a, c'est un petit peu plus souple que d'autres. Donc, c'est toujours sympa. Après, vous avez Hong Kong qui est très bien. Alors, Hong Kong, quand je vois 8,5% d'imposition, il me semble que c'est même à partir d'un certain seuil dépassé que vous payez ces 8,25%. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas de TVA et vous avez quand même un environnement qui est bon pour le business. Maintenant, ouvrir un compte à Hong Kong, ça coûte généralement plus cher, c'est beaucoup plus onéreux que l'Irlande ou les USA, on verra ça juste après, et ça nécessite forcément de faire de la compta et du coup d'avoir un compta sur place, parce que déjà la compta entre la France et la Suisse n'est pas pareil, alors vous imaginez bien que la compta à Hong Kong n'est pas pareil, non, un petit peu compliqué et vous n'allez pas pouvoir la faire tout seul, ça c'est une certitude. Et de toute façon, c'est mieux d'avoir un comptable, c'est mieux de garder toutes ces factures, tous ces comptes pour ne pas faire n'importe quoi et si un jour vous avez un contrôle pour pouvoir aussi déclarer un petit peu ce que vous faites. Ensuite, vous avez Dubaï. Alors, Dubaï, forcément, 0% d'impôt. Attention, maintenant, pareil, en fonction de si vous êtes résident fiscal à Dubaï ou pas, il y a quand même un petit impôt sur les sociétés, mais il me semble qu'il ne dépasse pas les 9%. Donc, ça reste très, très correct. Et puis, maintenant, Dubaï, le problème, c'est que c'est assez onéreux aussi. Moi, les gens avec qui j'ai discuté, voilà, ils me disaient qu'ils avaient payé entre 4 et 7 000 euros en fonction des boîtes avec lesquelles ils étaient passés pour ouvrir la société à Dubaï. Donc, c'est quand même onéreux. N'allez pas vous dire, OK, je commence à gagner 2000 balles par mois, je vais ouvrir une boîte à Dubaï, je vais plus payer d'impôts. À l'arrivée, déjà, vous allez payer une blinde pour l'ouvrir. Et puis voilà, il y a quand même ce coût de résidence, de visa. Si vous vivez sur place, le coût de la vie est aussi plus cher. Donc forcément, il y a tout ça à prendre en compte. Moi, Dubaï, c'est vraiment pas quelque chose qui me botte, entre guillemets. Il y en a à qui ça plaît, pourquoi pas. Moi, j'ai plus l'impression qu'aller ouvrir une société à Dubaï, c'est plutôt vu comme une mode. Pour ceux qui sont résidents fiscaux et qui vivent là-bas, c'est différent. Eux, je comprends totalement qu'ils fassent ça. Maintenant, quand on ne vit pas à Dubaï et qu'on a peu d'intérêt à aller à Dubaï, honnêtement, pour moi, ça sert à rien. Et ensuite, je vais vous parler de la LLC aux États-Unis. Donc ça, c'est ce système-là par lequel moi je passe. Donc encore une fois, pour vous donner ma situation, je trade avec plusieurs comptes propres firmes. Je vis en Colombie, donc je suis résident fiscal colombien. J'ai une boîte aux États-Unis. Donc ma boîte me verse un salaire. Je suis employé de ma boîte. Je déclare un salaire forcément à la DIAN en Colombie. D'accord, donc je paye des impôts sur le salaire que je me verse, évidemment. Maintenant, à côté, j'ai aussi ma carte de la société sur laquelle, eh bien, on peut faire passer des frais, que ça soit professionnel ou même faire en sorte de faire passer des frais pour qu'ils passent comme frais professionnels, d'accord? Bien évidemment, il faut faire ça avec subtilité, parce que sinon on se fait forcément avoir et c'est pas non plus le but. Il faut rester légal, mais il faut aussi rester intelligent dans vos démarches quand vous faites ce genre de choses. Parce que si vous commencez à faire n'importe quoi à droite à gauche, il y aura forcément un moment donné où ça va se remarquer, d'accord? Après évidemment, quelqu'un de petit, ça sera toujours plus discret que quelqu'un de très gros. Ça, évidemment, ça à prendre en compte. Alors, ce qui est bien avec la LLC aux États-Unis, c'est que ça coûte environ 500 $ pour créer une société. C'est très rapide. Et du coup, voilà, vous pouvez passer aussi par des agences qui vous proposent de faire tout ça. C'est plutôt cool. La comptabilité n'est pas obligatoire, mais encore une fois, je conseille de la faire automatiquement. C'est pas si pénible que ça. Et ce qui est bien avec les boîtes aux USA, c'est que vous avez 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, si demain, je gagne 10 000 € et que je facture 10 000 € sur ma boîte, ces 10 000 € ne seront pas imposés. Donc vous vous doutez bien qu'entre 0% sur 10 000 € et admettons, pour être gentil, 24% de micro-entreprise, il y a quand même un delta de 2 400 €. Ça fait quand même beaucoup. Je pense que demain, si vous trouvez 2 400 € par terre, vous allez bien évidemment les ramasser. Donc forcément, c'est toujours intéressant. Ce qui est bien avec les LLC aux USA, c'est que c'est flexible, rapide à ouvrir. Vous avez quand même quelques déclarations, obligations déclaratives, mais ça c'est pareil, en fonction des personnes avec qui vous passez, ils vous gèrent tout. Vous avez
des fois des coûts un petit peu supplémentaires et des frais de maintenance aussi à payer annuellement, mais c'est vraiment ridicule, c'est quelques centaines d'euros par rapport à la différence que vous allez regagner sur vos impôts, c'est évidemment exceptionnel. Moi évidemment je suis en Colombie, donc j'ai des tranches d'imposition hein, comme en France, je pense que vous connaissez un peu le principe de toute façon, donc je suis au-delà d'une tranche d'imposition qui m'est imposable et donc je paye des impôts en Colombie. D'accord, il faut bien faire la différence. Donc voilà un petit peu pour moi les 4 grands types de boîtes qui existent. Je m'étais renseigné sur le Panama aussi pour la petite information. C'est un calvaire, les barrières à l'entrée sont énormes, il faut déposer des sommes astronomiques sur des comptes en banque. Le prix pour ouvrir des boîtes au Panama est excessivement cher aussi. Je crois que le devis le moins cher que j'ai eu, c'était 2800 euros. Enfin bref, plus mettre 10 000 euros sur un compte bancaire au Panama, non, c'était pas pour moi. J'avais pas envie de partir là-dessus. Donc, je vous ai fait un petit schéma hein, pour résumer tout ça. Est-ce que vous êtes résident fiscal français? Si oui, bah de toute façon, soit vous êtes trader en compte propre et flat tax 30% obligatoire, soit vous êtes trader propre firme et là vous serez à 24%, ou un peu moins la première année si vous avez l'ACRE. Ensuite, si vous n'êtes plus résident fiscal français, bah là, vous pouvez ouvrir une société à l'étranger de manière optimisée. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai montré ici, Hong Kong, Irlande, USA, Dubaï, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi garder vos entreprises, vos micro-entreprises en France. Hein. Moi, quand je suis arrivé en Colombie au début, j'ai gardé ma micro-entreprise en France, forcément. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre situation, de votre business, d'avec quel type de client vous travaillez, etc., etc. D'accord? Il faut vraiment faire gaffe à ça parce que sinon, vous allez avoir des problèmes à un moment donné. C'est pour ça, faites-vous accompagner. N'ayez pas peur de payer quelqu'un pour vous accompagner, même si c'est un peu cher. Dans tous les cas, c'est pas de l'argent perdu parce que si vous faites une connerie demain, l'argent, vous allez vraiment le perdre. Ça va vous faire tout drôle. Bon, quelques points de vigilance quand même. Attention à la résistance fiscale. Ce n'est pas où tu veux, c'est où tu vis réellement, d'accord? Moi, vu que ça fait plus de 6 mois et un jour que je suis en Colombie, bah, ma résidence fiscale est passée logiquement en Colombie. Ensuite, si vous ouvrez une société à l'étranger en résident fiscal français, c'est pas du tout une optimisation, d'accord? C'est plutôt un risque. Du moins, il faudra la déclarer. Et si vous la déclarez, bon, à l'arrivée, je sais pas si le fait d'avoir fait tous ces efforts, etc., va vraiment être rentable. Là encore, renseignez-vous. Ça va vraiment dépendre de chacun et de votre situation. Et encore une fois, voilà, travaillez avec un expert fiscal, un expert comptable, un avocat pour éviter les erreurs. Donc voilà, petit récapitulatif qui reprend un petit peu le schéma du dessus. Trader en France, flat tax ou micro, expatrié, société offshore ou fiscalité avantageuse selon ton lieu de résidence. Il faut bien faire la différence entre le légal et l'illégal. Donc c'est comme je vous ai dit, nous on parle d'optimisation et non d'évasion fiscale, d'accord? Et toujours vérifier la convention fiscale entre les pays. Alors oui, je fais une dernière petite aparté là-dessus. Vous allez avoir des pays, en fonction de si vous résidez dans un pays ou non, qui vont avoir des conventions de non-double imposition. Ça va vous permettre de ne pas payer une imposition, par exemple, en Colombie et en France, d'accord? Ça va vraiment dépendre des pays. Il faut se renseigner au préalable. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est vraiment du... Il y a des gens qui me demandent comment on fait pour optimiser. Je peux pas te répondre, je connais pas ton cas par cœur, je sais pas exactement ce que tu veux faire, ce que tu comptes faire, avec qui tu travailles, etc. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, voilà, là, je vous ai expliqué un petit peu globalement ce qui était possible de faire. Alors, je ne suis pas rentré dans chaque détail. Le but, c'est vraiment que la vidéo soit à peu près digeste et on va dire qu'elle réponde à peu près à certaines interrogations de quelqu'un. Je ne suis pas fiscaliste, encore une fois, donc j'ai peut-être fait des erreurs dans cette vidéo. En tout cas, voilà, je m'y intéresse de plus en plus, forcément, parce que bah, je suis expatrié, donc forcément, c'est quelque chose d'intéressant pour moi. En tout cas, voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. S'il vous plaît, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça aide encore une fois pour le référencement de la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Allez, ciao, ciao.